Une drôle de petite guerre. Le mercredi 23 juillet. La nuit a été calme. Le matin, aux avant-postes des lignes françaises, au pied du Djebel el-Korn, les hommes du régiment des gardes aperçoivent un groupe de berbères brandissant un pavillon blanc. Pélisson raconte l'épisode. Les vivres n'avaient pu encore être mis à terre et les troupes n'avaient point mangé depuis la descente, hors ce que chacun des soldats pouvait avoir emporté sur soi. Quand les morts présentèrent le pavillon, c'est-à-dire le signal ordinal des linges blancs, élevé en l'air au bout de leur saguet, comme pour entrer en conférence. L'ordre fut aussitôt donné aux galères et aux troupes de ne point tirer. Ils tâchèrent d'en profiter, et prétendant qu'on avait tiré sur eux depuis la défense, fondirent tout à coup avec toute leur force sur les détachés des gardes, et y firent un terrible ravage. Les soldats surpris et fatigués cédaient au nombre. Si les moindres sous-officiers, les premiers, puis les plus grands, enfin Gadagne et le duc lui-même, ne leur avaient rendu le courage en faisant tout ce qu'on pouvait attendre de gens de valeur. Les chevaliers de Hautefeuille et de Mer, capitaines, y furent blessés, celui-ci en 3 endroits, plusieurs autres de même. Raffilé y perdit un bras. Marfieux, Amor, Villerégis, Chilly, Durofer, Duluth et Fortia de Pile, fils du gouverneur du château d'If, demeurèrent sur place. Champagne, par un destin plus cruel, prisonnier des morts, fut coupé par Cartier et emporté de cette sorte à la vue de toute l'armée. Le duc y tua de sa main un de leurs officiers des plus braves. Ils furent repoussés avec perte. Mais les nôtres, instruits et pressés par ce fâcheux accident, quoique à jeun et pressés du travail de la nuit précédente, ne pensaient qu'à se mettre à couvert et commencèrent à l'envi les uns des autres à tracer des lignes autour du camp, à la hâte, en désordre, comme il plut à chaque colonel, sans aucun dessein général et sans que personne n'eût soin de conduire tout l'ouvrage. Clairville ne se croyant pas obligé à cette fonction, par le rang qu'il tenait dans l'armée. L'émotion est grande parmi les Français. Dans cet engagement, ils ont perdu 50 hommes. Les voilà prévenus. Les Kabyles ne sont pas disposés à les accueillir en libérateurs du joug turc, comme certains se plaisaient à le croire dans le camp français. La mort de Fortia de Pièce frappe douloureusement le chevalier Paul et le général Gadagne. Cet officier, tué par traîtrise, était le fils du gouverneur du château d'If, qui avait adopté Paul à sa naissance. C'est lui qui, en 1648, lors de la guerre d'Espagne, avait sauvé la vie de Gadagne en évacuant son ami terrassé par un coup de mousquet sur le champ de bataille. Bien que responsable du génie, Clairville considère que sa mission se limite à l'édification de la future forteresse de Gigeray. Estimant que la protection rapprochée des troupes n'est pas de son ressort, il n'a même pas jugé utile de descendre à terre. En son absence, Gadagne propose à Beaufort de construire une redoute au pied du Djebel el-Korn, là où les gardes ont été attaqués. Avec l'accord du duc, il fait tracer cette redoute par Déhouillère, l'adjoint de Clairville. Considérant que de cet ouvrage dépend la conservation du poste, Gadagne lui fait donner 8 toises de face et en fait entreprendre immédiatement les travaux. Pendant que les soldats français travaillent à la construction des ouvrages de protection, les Berbères ne cessent de les harceler. La journée se passe en escarmouche. Les galères, mouillées à proximité du rivage, tirent du canon sur l'arrière du front, délogeant les morts des éminences où ils peuvent se poster. Malgré cet appui de l'artillerie, les Français constatent que le nombre des ennemis ne cesse de croître. Le conflit entre Gadagne et Clairville. Jeudi 24 juillet. Clairville, hier encore, se désintéressait de la protection rapprochée du camp. Aujourd'hui, il décide de se rendre à terre pour visiter les lignes et en inspecter les travaux. Il monte aux avant-postes, là où se poursuit la construction de la redoute. Il en estime le plan trop ambitieux et modifie les ordres donnés par Gadagne. Celui-ci s'indigne et défend son projet. Rien n'y fait. Clairville demeure inébranlable. La redoute n'aura que 5 toises de face. Son mur, 4 pieds d'épaisseur. Revenu sur l'arrière, Clairville trace la ligne des retranchements. Cette fois-ci, c'est Gadagne qui en conteste le plan.
Le conflit latent entre les deux hommes éclate au grand jour. Gadan expliquera plus tard au roi comment il a été contraint de s'opposer à des travaux tout à fait défectueux et justifiera sa position. Notre circonvallation était presque en demi-cercle et le sieur de Clairville avait tracé un angle rentrant qui coupait le camp en deux et qui formait aux ennemis un logement d'où ils nous auraient battus par les flancs et par les revers s'ils y étaient une fois postés. Au lieu de cet angle rentrant, j'en fis tracer un saillant, mais ce ne fut pas sans contestation et je ne l'emportai que par fermeté. Le sieur de Clairville en conçut tout le dépit que ceux qui sont trop persuadés de leur suffisance conçoivent ordinairement quand on contredit leur opinion. Il connaissait bien la faute qu'il avait faite, mais ne pouvait souffrir que je la connusse, et encore moins que je la corrigeasse. Je me plaignis à lui du peu de soin qu'il prenait du tracé des lignes. Il me répondit brusquement que M. de Beaufort en était satisfait, qu'il était l'homme du roi et qu'il ne prétendait pas faire le métier d'ingénieur. Enfin, il poussa la chose si avant que je fus contraint de lui dire que j'informerais votre majesté ou de sa négligence ou de sa faiblesse. Clairville, furieux, va garder un ressentiment profond envers Gadagne pour cette humiliation publique. Le conflit maintenant ouvert entre les deux hommes va se répercuter sur l'ensemble des troupes, notamment sur les officiers, qui tous ou presque prennent parti. Seul Vivonne, contraint par sa mission secrète, tente de demeurer neutre, en dépit de son peu d'attirance pour Clairville, pour le duc et pour ses amis. Les premiers pourparlers. Vendredi 25 juillet à 6 heures du matin, une nouvelle délégation de Berbères, porteurs d'un drapeau blanc, se présente devant le marabout. Avec l'infinie prudence que justifie la trahison de l'avant-veille, les Français envoient au-devant d'elle un groupe d'hommes accompagnés d'un interprète. Le chef de la délégation déclare venir solliciter la paix. Il souhaite rencontrer le général commandant les Français. On conduit les parlementaires devant Beaufort. Celui-ci essaie de rassurer les Berbères, leur déclarant que son maître, le roi de France, ne leur veut aucun mal, mais qu'il cherche seulement à neutraliser les barbaresques, et que les Français vont aider les Kabyles à se délivrer du joug turc. Ravi des manifestations de satisfaction qu'il croit déceler chez ses interlocuteurs, Beaufort est persuadé les avoir convaincus de ses bonnes intentions. Les pourparlers s'engagent ensuite sur l'échange des morts et des blessés. Les deux parties se mettent rapidement d'accord. Les Berbères sont autorisés à envoyer des hommes récupérer les corps de leurs soldats dans les lignes françaises, mais il leur sera absolument interdit de s'approcher des fortifications en cours de construction. Les parlementaires kabyles insistent fort auprès du duc pour que les Français cessent leurs travaux à la pointe rocheuse, à l'extrémité de la plage. Pour eux, ce lieu est saint. Il abrite la tombe des marabouts et un des cimetières de la ville. Beaufort rejette catégoriquement cette requête et donne congé à la délégation berbère qui, avant de se retirer, réitère toutefois ses offres de paix. Après avoir consulté son état-major, le duc fait porter un message aux Berbères pour leur faire savoir qu'il leur faudra attendre et que, lorsque cette forteresse serait faite, alors il traiterait avec eux. La réponse est immédiate. Cavaliers et fantassins berbères attaquent les troupes françaises qui travaillent à la pointe du Marabout. Toute la journée, les escarmouches s'y succèdent. Les Français gardent la maîtrise du terrain grâce à l'appui de l'artillerie des galères qui, mouillée à proximité du rivage, tire à bout portant et cause de lourdes pertes à l'ennemi. Le même jour, les Berbères mènent une attaque plus sérieuse contre le Djebel el-Korn. 40 cavaliers passent au galop au pied de cette colline pour reconnaître le dispositif français. Puis, une horde de fantassins monte à l'assaut de la colline. Les 300 hommes des gardes qui défendent les avant-postes attendent que l'ennemi soit à la portée de pistolets pour ouvrir le feu. Malgré leurs pertes importantes, les Berbères semblent toujours nombreux. Les gardes commencent à reculer, mais le bataillon de Malte, venu à la rescousse, repousse l'ennemi. L'affaire a été chaude. 7 officiers ont été grièvement blessés.
Despic a reçu 2 coups de javelot, un coup de mousquet et un coup de pierre, si dangereusement qu'on a douté longtemps qu'il en pouvait guérir. Les engagements du premier jour et cette rencontre firent connaître quels ennemis les Français avaient à combattre et qu'il n'y avait rien à négliger dans un voisinage si incommode. Les lignes françaises. Les soldats français achèvent la construction de leur retranchement qui, d'est en ouest, court depuis la pointe du Marabout jusqu'à la mer au sud de la montagne sèche. Formant une ligne brisée, il comporte un certain nombre d'angles saillants permettant une protection croisée du dispositif. Cette ligne enferme les hauteurs du Marabout et du Djebel el-Korn ainsi que la montagne sèche qu'elle contourne à plus de 500 mètres au sud. Partout où le terrain le permet, on creuse une tranchée, protégée elle-même par un mur de pierre et de fascines. Faute de matériaux, ce mur ne dépasse jamais 4 pieds d'épaisseur. Cela devrait suffire car l'ennemi ne dispose pas d'artillerie. À l'ouest du dispositif, le terrain rocheux ne permet pas de creuser des tranchées. On doit s'y contenter d'un simple mur qui lui aussi sera construit avec les pierres d'un cimetière, les seules disponibles dans ce secteur aride. La montagne sèche est un emplacement stratégique particulièrement favorable. Cette éminence domine la côte ouest, lance aux galères, la ville et le grand port où est mouillée la flotte française. La position est protégée par le Djebel el-Korn qui la sépare des collines plus élevées au sud de Gijri, notamment du Djebel Ayouf qui s'avance vers la ville. C'est là, sur la montagne sèche, que sera édifiée la future forteresse française. Tout le monde en est d'accord. Mais en attendant que puissent être entrepris les travaux importants que nécessitera cette construction, les Français se contentent d'édifier une simple redoute. Le Djebel el-Korn constitue le point le plus avancé des lignes françaises. Au sommet de cette éminence, un peu plus au sud de la petite fortification, objet du conflit entre Gadane et Clairville, ce dernier entreprend l'édification d'une tour, ouvrage le plus important du dispositif. Enfin, à mi-distance entre la ville et la tenaille du Marabout, une dernière redoute consolide les fortifications qui longent la plage. Sur ordre de Beaufort, l'Estancourt, responsable de l'artillerie, fait débarquer des vaisseaux une quarantaine de canons qui sont disposés de place en place le long des retranchements à l'extrémité de chaque redan ainsi qu'au sommet des 3 collines incluses dans le camp. Cette artillerie complète celle des galères qui assurent la protection rapprochée de la plage. Quant aux canons des vaisseaux de plus longue portée, ils balayent la plaine ainsi que le vallon au sud du Djebel el-Korn sans cependant pouvoir atteindre la crête trop élevée du Djebel Ayouf. Gadane dispose ses régiments le long des lignes. À l'ouest du dispositif, Navarre occupe la montagne sèche et la côte aux alentours de Lens aux galères. Sur le Djebel el-Korn, les gardes et le bataillon de Malte ont laissé la place à Normandie, dont une compagnie garde la tour. Plus à l'est se déploient successivement le Royal, les gardes, Picardie et finalement le régiment des vaisseaux qui, installé sur la pointe du Marabout, ferme le dispositif. Les hommes de Malte sont maintenant en réserve en attendant leur départ prochain. L'ordre n'a en effet mis ses galères et ses troupes à la disposition des Français que pour la première phase, celle du débarquement et de la prise de la ville.